Le coup de l'hélicoptère, je le trouve extrêmement symptomatique. Enfin, je veux dire, là encore, vous avez un test en grandeur nature qui est un test de l'obéissance de la police. Est-ce que la police les 160 000 personnes mobilisées, est-ce qu'ils vont accepter cette politique de répression? C'est un test. Est-ce qu'on va trouver un gendarme avec suffisamment de neurones dans la tête pour conduire un hélicoptère au-dessus d'une plage pour traquer une petite vieille qui va respirer? Oui. Manifestement, on le trouve. Donc, il y a un vrai test en grandeur nature de contrôle d'une population, avec une répression épouvantable, mais qui s'adresse sur du plaisir, de la détente, d'accord, mais pas le travail. Le travail, il faut aller bosser. Par contre, se détendre, ça, c'est pas bien. Là, vous avez une moralisation du problème. Enfin, c'est insensé. Vous venez de où, par exemple? Liban. De Lyon. Liban. Du Mali. Liban. Mali. Burkina Faso. Sénégal. Algérie. Le Maroc. Tunisie. Chapeau, oui. Ah, c'est beau. On peut allez, qui ça? Vous recherchez ici? Oui. Ça vous plaît? Oui. Vous restez en moyenne. Vous êtes un doctorant ou postdoc? Doctorant, master 2. Merci de participer à l'effort. Merci à vous. C'est très important, donc merci beaucoup. Dans l'après-midi, Emmanuel Macron à Marseille a donc vu le professeur Raoult, figure de la crise contre le coronavirus, parce que promoteur de la chloroquine dans la lutte contre l'épidémie. Merci de participer à l'effort. Emmanuel Macron, auquel Didier Raoult a présenté une étude démontrant selon lui à 91% l'efficacité de son traitement. Le président a pris acte de ces éléments et les examinera attentivement avec le conseil scientifique, dit ce soir l'Élysée. L'Élysée qui a donc consacré sa 8e visite de terrain à la recherche. Image aussi ce matin à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre pour faire le point sur les perspectives de traitement contre le coronavirus. La fin de la baisse des tarifs hospitaliers, ça a été avant tout d'accord dans cette crise. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas rattrapé 15 années de baisse des tarifs hospitaliers. Vous avez raison. Je veux dire, vous n'avez peut-être pas été assez critique, c'est ce que j'entends. Mais je ne prendrai pas les responsabilités de tout ce qui a été fait avant. Vous savez, ces métiers-là, on les fait par vocation. Je sais bien. On les fait parce qu'on aime les gens, on a l'hôpital public. Je suis seul de ma famille qui n'est pas soignant. Les soignants, on est des pauvres. Et demain, on peut se retrouver dans les rues, nous aussi. Et tout ce qu'on aimerait bien pour nous, on aimerait pouvoir le faire pour autrui. Et avec les manques d'effectifs, avec ces manques de personnel, on y arrive. Et après, collectivement, on va tirer cette question parce que... Et nous, on rentre chez nous le soir avec... Pour les soignants, du matériel. 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 Pour les soignants. Je voudrais repasser le message comme quoi nous sommes aujourd'hui encore en confinement et nous ne sommes pas sortis du confinement et donc la priorité c'est que toutes celles et ceux qui doivent rester chez eux restent bien chez eux. C'est ça qui est important. Il y avait les pubs, mais là c'est bon, le film il recommence. Il recommence. Alors ça va, tu vas bien? Ouais, ça biche, ouais, super. Bah Manu, tu descends? Et pourquoi faire? Bah je sais pas moi, descends. Pourquoi faire? Écoute, on va voir, je sais pas, viens, descends. Et pourquoi faire? On va faire un tour. J'ai demandé à ma mère, mais non, ma mère elle veut pas, j'y vais pas. Qu'est-ce qu'il y a ma mère? Ma mère elle m'a dit, si tu descends, je te descends. Alors moi je reste, tu rigoles. Messieurs, bonjour, où avez-vous trouvé vos masques, s'il vous plaît? On n'en a pas, nous, dans le 93. On pourrait avoir des masques?
Et où allez-vous, messieurs? C'est le confinement. Où allez-vous, messieurs? C'est le confinement, s'il vous plaît. Répondez. Merci, messieurs. Merci pour la France. Merci pour les soignants. Merci pour ceux qui sont morts. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Ouh! Ouais, démission! Démission! Il est là. Démission! Prends-le, sa gueule. Prends sa gueule. Démission! Connard, prends sa gueule. Ah, tu m'envoies, hein. Tu m'envoies ça, hein. Démission, connard. Quel con. Démission! Démission! La sécurité qu'il a. T'as vu pour qu'il se la pète? Regarde ça, regarde, vas-y, prends tout, hein. Connard, bah. Et là, il va à la Courneuve, hein. Dans la Courneuve, il va être surtout en Seine-Saint-Denis, il va être bien reçu. Ah ouais, bah oui. Ici, ils ont été gentils, hein. Connard. Je sais pas pourquoi ils ont pas jeté des tomates et des oignons. Non, tu peux pas, tu te fais arrêter par les vigiles. Ce sont des images toutes fraîches, elles ont été tournées il y a à peine une heure, c'était donc cet après-midi à Pantin. Et Emmanuel Macron était regardé en visite en Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus touchés par l'épidémie. Il sort d'une maison de santé où il était en train, je le disais, de faire une visite. Et voici les images. Immédiatement, le président est sifflé par un groupe d'une dizaine de personnes qui l'interpellent. Écoutez. Le président s'approche du groupe. Ils sont, je vous le disais, des dizaines. Ils sont totalement agglutinés sur le trottoir. Il n'y a pas vraiment d'autres termes. Certains sont là pour remercier le président, d'autres pour l'appeler à l'aide, pour exprimer leur souffrance, d'autres encore pour l'interpeller sur complètement autre chose, notamment l'économie, les retraites. Bref, une foule compacte. Vous le voyez, personne ou presque ne porte de masque. Personne ne respecte le mètre de distanciation sociale. Bah écoutez, il y a quand même un contraste entre ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire arrêter de faire des joggings, arrêter de s'asseoir sur les bancs publics, si j'ai bien compris, et puis l'exemple qui est donné par nos hommes politiques ou par nos citoyens qui respectent pas la distance de sécurité, qui respectent pas la distanciation sociale. Je pense que l'exemple doit venir d'en haut, et si l'exemple ne vient pas d'en haut, il peut y avoir un problème de compréhension. Ici, le président de la République donne un très mauvais exemple, mais c'est le reflet de cette dissonance cognitive dans laquelle nous sommes depuis le début de cette crise, où on dit une chose et on fait le contraire. Et là, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que si vous voulez créer de la confiance et l'acceptabilité d'un certain nombre de restrictions qui sont quand même pas des minces restrictions, la restriction d'une des principales libertés, qui est la liberté de circuler, il faut qu'il puisse y avoir une acceptabilité de la population, et pour cela, il faut que le discours soit cohérent entre ce que l'on dit aux gens de faire et ce que l'on fait soi-même. Or, le président de la République nous dit on peut aller faire ce qu'on veut, aller au théâtre, et puis 2 jours après il faut se confiner. Il faut se confiner, mais on peut aller voter. Et là, il faut durcir le confinement et ne pas se relâcher, mais en même temps on va se promener et on fait un bain de foule, parce que ce que fait là le président de la République en déambulant sur le trottoir, ce n'est pas normal. Dans le département de l'Essonne, un jeune homme inconnu des services de police. Sur ces images filmées par des habitants, on le voit à terre ne montrant aucune résistance. Rapidement maîtrisé par un policier, on l'entend demander aux agents d'arrêter. Ensuite, Sofiane est emmené sous un porche d'immeuble. Il est à nouveau mis à terre puis se met à crier. D'après la vidéo, il a été frappé à coups de pied et de matraque télescopique à plusieurs reprises. Les agents sont accusés d'avoir touché les parties intimes du jeune homme. 4 jours d'ITT lui ont été prescrits. Merci. Vraiment, je dirais jamais assez. Il y en a un qui a pris 4 mois de prison pour ça. Pour le non-respect du confinement. On respecte le confinement, on pose pas de problème. Vous donnez une adresse et puis c'est tout. La fin à gmail.com. On est respectueux, on bouge pas d'ici. Depuis 10 jours. Vous quittez les lieux, vous ne discutez pas, c'est tout. Vous traversez la France. Vous avez traversé la France, j'en ai rien à foutre. Vous n'avez pas à discuter. La préfète a dit vous dégagez, point. On applique la loi, vous l'appliquez aussi. D'accord? Si vous n'êtes pas content, vous changez de pays et vous arrêtez de nous emmerder. Et vous la fermez maintenant. Et vous rigolez pas. D'accord? Vous arrêtez de vous foutre de ma gueule. Parce que j'ai vite fait de vous coller en garde à vue pour outrage. Et vous finirez en tôle.
comme le précédent. Alors vous la fermez, vous donnez une adresse, vous pliez bagages et vous vous cassez. Il était clair là? Il y a l'adresse sur la voiture. Et vous arrêtez de la ramener. Tu fais l'adresse de la garderie, tu fais la totale. Il est à vous le fourgon. Vous montez dedans, vous vous barrez. J'attends mon amende et mon passeport. L'amende, vous l'aurez pas parce que ça arrivera par courrier. Super. Je peux avoir mon passeport. Non, la position. Et vous allez éteindre cette caméra de merde là. Parce que ça c'est une infraction aussi. Ah D'ailleurs bon, je vais vous coller en garde à vue. Ah oui? Je croyais que c'était autorisé. Non. Ah bon? On peut pas filmer? Non. Ah oui? Vous avez besoin de mon autorisation pour filmer. C'est pas vrai. La loi Si, dit le c'est contraire. vrai. Non. La loi dit le contraire et Non, vous monsieur. le savez très bien. Non, non, non. Essayez de Vous avez besoin m'intimider. de mon autorisation pour filmer. Vous pouvez pas filmer les forces de l'ordre? Vous n'avez pas le droit de filmer les forces. Et oui, ça c'est un crime. C'est un crime. C'est un crime. Je l'ai dit 3 fois. C'est un crime 4 fois. Excusez-moi. D'abord la Chine, les Chinois qui ont respecté pas 1 mais 3 minutes de recueillement à la mémoire des personnes décédées des suites de l'épidémie. Vous entendez ces sirènes qui ont résonné pour rendre hommage aux 3326 morts déjà recensés dans le pays. L'autre image que l'on voulait vous montrer ce matin... Ils enterrent des Pokémon. Et je ne terminerai pas cette chronique sans m'excuser platement auprès des téléspectateurs parce que ce matin à 9h15, pendant la diffusion de l'hommage aux victimes en Chine, je me suis permis une expression totalement déplacée, pensant que les micros étaient fermés. C'était totalement inapproprié. J'en suis vraiment désolé et encore une fois, je renouvelle mes excuses. Il s'appelle Pikachu. Ouah, il est si mignon, je pouvais pas espérer mieux. Tu vas voir. Voir quoi? On entend souvent que cette distribution de dividendes, elle se fait sur le dos des salariés, c'est vrai? Eh bah oui, eh bah non, c'est une erreur. Eh bah oui, eh bah oui. Au secours! Sans tomber dans le cynisme, il y a beaucoup des plus âgés de ce pays qui ne seront plus électeurs en 2022 parce qu'ils seront morts. Je m'appelle Michel Vedette, bienvenue dans ma discothèque. Le monde est si beau quand tu danses avec moi. Je m'appelle Michel Vedette, vive la danse, vive la fête. Les nuits sont si chaudes, oh oui si chaudes, quand je flotte avec toi. Vous avez fait le 2. Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2, faites le 1. Faites le 3 si vous avez fait le 1 parce que vous êtes satisfait de votre message, ou faites le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous étiez satisfait d'avoir fait le 2 parce que vous n'étiez pas satisfait de votre message. Faites le 5 si vous voulez 10 secondes afin de faire le 3 parce que vous avez fait le 2, ou faites le 6 pour 10 secondes pour faire le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous vouliez faire le 2. Faites le 7 pour recommencer, le 8 pour entendre ses choix de nouveau, ou le 9 pour ne pas réécouter ses choix. Pour recommencer, faites l'étoile. Faites l'étoile sur le clavier. Excusez-moi, je vais choquer tout le monde en disant ça, mais la pleurniche permanente hospitalière fait que on est en permanence au chevet de notre hôpital, peut-être de façon... Vous êtes dur, là. Je présentez tous les soirs cette émission et vous verrez que c'est une réalité. Pardonnez-moi. Mais pardonnez-moi. Mais voilà. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Est-ce qu'on en manque en France et ailleurs, on dit que le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Pourquoi ils en mettent les autres? Mais moi, je ne suis pas responsable du comportement des individus. Je dis les consignes parce qu'elles sont éclairées par ce que me disent les médecins et les scientifiques. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien.
Au moment où je vous parle, le ministère de l'Intérieur vient d'acquérir 900 000 masques supplémentaires dont ils seront dotés pour se protéger dans le cadre de ces contrôles. S'il y avait des masques pour tout le monde, des milliards de masques, ce serait préférable d'en mettre ? Je ne pense pas que le coût-efficacité de la mesure soit en faveur du masque pour tout le monde. Le fait que tout le monde porte un masque, évidemment, ça protège tout le monde. Pendant une épidémie, le test, il ne sert à rien. Pendant une épidémie, le test, il ne sert à rien. C'est un médecin généraliste qui passe à la télé à une heure de grande écoute. Didier Raoult, voici ce qu'il a dit. Pour ce que j'ai vu rapidement, les 3 pays qui ont dont la situation n'est pas contrôlée actuellement, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc c'est probablement pas des modèles. Donc le confinement en Italie, ça n'empêche pas qu'il continue à avoir une évolution exponentielle. Continue à avoir une évolution exponentielle en France et en Espagne. Et ces 3 pays ont décidé de mettre au premier plan le confinement. On peut se poser la question s'il ne faut pas réfléchir, maintenant, accepter de changer d'opinion, ce qui est une forme d'intelligence sous la pression des événements, et repartir sur ce qu'a fait la Corée, c'est à multiplier les tests, traiter les gens et n'isoler que les gens positifs. Enfin, c'est pas on ne peut pas isoler toute la population, et comme on ne peut pas isoler les gens positifs si on ne les détecte pas, on est dans une situation qui n'a pas d'issue, sauf à refaire ce qu'on faisait pour le choléra au 19e siècle. Donc on est dans le 21e siècle, les maladies contagieuses, on va les détecter, isoler les gens qui sont contagieux, le temps pendant lequel ils sont contagieux, et on doit raccourcir leur temps pendant lequel ils sont contagieux par les traitements qui les empêchent d'être contagieux. Et quand ils sont plus contagieux, il faut leur ficher la paix. C'est pas la peine de les garder 14 jours s'ils sont négatifs au bout de 5 jours. C'est plus de la science, là, c'est de la science-fiction ou je sais pas quoi, de la sorcellerie. Donc il faut revenir à des choses simples. Les maladies infectieuses et contagieuses, ça veut dire c'est quand il y a le microbe, on est contagieux. Quand il n'y en a pas, on n'est pas contagieux. Quand il y a un médicament, on use le médicament pour que les gens ne soient pas malades. Voilà, ça c'est la médecine. On teste, on isole, on traite. Et le confinement ne sert à rien. C'est pas ça. Le phénomène de Didier Raoult qui est presque devenu un gourou, quoi. Exagéré. Non, c'est un scientifique. Bon, est-ce qu'il est... Les gens voient que c'est un scientifique. Ne jugez jamais vos politiques à leurs paroles. J'arrive pas à croire que j'en sois encore à l'expliquer à l'antenne. Ne jugez jamais vos politiques à leurs paroles. Ne jugez vos politiques qu'à leurs actes. Les paroles ne coûtent pas cher, les actes coûtent cher. Donc quand on a un Bruno Le Maire qui vous dit qu'il va moraliser le capitalisme, et puis pourquoi pas entreprendre une réforme mondiale des marchés financiers, et puis de son ennemi la finance, pour paraphraser François Hollande, demandez-lui d'abord tes actes. Tu avais une commande à passer effectivement pour un fabricant français de masques, tu t'es rétracté, tu as mis ce fabricant français de masques dans le rouge, et il y a des morts à cause de ça. Je vais répéter cette phrase pour que vos auditrices et auditeurs l'entendent bien. Il y a des morts à cause de cela. Car quiconque a refusé de masquer et quiconque a désarmé la France de ces masques a des morts sur la conscience. Les masques étaient l'équivalent pour le coronavirus du préservatif pour le sida. Comme on n'avait pas de préservatif, on nous a dit que ça ne servait à rien. Et ça, oui, c'est criminel. Le prix est partagé entre Didier Raoult, professeur à l'université d'Aix-Marseille, et Chris Bauer, chercheur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Didier Raoult est docteur en médecine de l'université d'Aix-Marseille et docteur en sciences de l'université de Montpellier. Il dirige à Marseille un grand centre, CNRS INSERM, qui est intitulé Maladies tropicales et infectieuses émergentes, dans lequel travaillent 432 personnes. Cet ensemble exceptionnel de chercheurs, de doctorants, de postdoctorants, d'ingénieurs et de techniciens a une productivité scientifique absolument remarquable, se traduisant par plusieurs dizaines de publications de haut niveau chaque année, avec un grand nombre de citations. En fait,
Didier Raoult est un chasseur et on pourrait presque dire un collectionneur de microbes. Plusieurs bactéries portent son nom et sa notoriété est encore plus attestée par le fait qu'un genre bactérien s'appelle Raoultella. Tout laisse penser que les travaux de Didier Raoult pourront également contribuer, par l'étude des voies de synthèse au sein de ces bactéries, de trouver de nouvelles molécules et qui pourraient devenir à terme des médicaments dans de très nombreuses maladies. Vous nous expliquez qu'il faut donner le médicament dès le début et pas attendre la fin. Donc pourquoi ne l'entendent-ils pas? Non, mais je sais pas, c'est pas trop des... Moi, je voudrais bien que vous limitiez les questions à mon métier. Si vous me parlez d'épistémologie, l'histoire des sciences, je connais. Si vous voulez me parler du virus, de sa sensibilité, de l'efficacité des traitements, je connais. Après, si vous voulez les histoires de médisance politique, de qui dit quoi, et que je m'en fous, vous voyez bien. Je ne vais pas parler de mon métier et je ne vais pas jaser avec vous. Voilà, je ne discute pas, je n'ai pas d'opinion de part, ça ne m'intéresse pas. Donc ne me posez pas de questions comme ça, parce que sinon je raccroche. Bonjour à tous. Je tiens à parler pour une fois sur Facebook, chose qui n'est pas courant chez moi. J'aime d'entendre à la radio que pour le personnel de soins, ils vont avoir toutes sortes de primes, il y en a qui vont avoir des congés, tout le bazar. Mais on ne parle jamais des cuisiniers qui sont dans les hôpitaux, des gens qui font la vaisselle, des gens qui font la plonge et tout le bazar. Ils sont là comme les autres, dans l'hôpital, avec les mêmes risques, mais eux on les oublie. Le gouvernement, bien assis sur leur cul-de-sac, on ne les entend pas parler. On ne les entend pas parler de nous. Par contre, nous, on est là tous les jours au boulot, on prend les mêmes risques que les autres, on est dans le métro, on prend le train et tout, et pour nous, il n'y a jamais rien. On ne nous cite même pas. On a fait applaudir les pompiers, ce qui est une bonne chose. On a fait applaudir les ambulanciers, très bien. Le personnel des soins, très bien. Mais nous qui faisons l'intendance, qui sommes ici dans les caves des hôpitaux, et je peux citer ici Saint-Luc, on n'entend jamais parler de nous. On ne nous félicite jamais. On est là, c'est normal. Bon ben voilà. Les nouvelles blouses qui se déchirent, c'est normal. Voilà. Voilà. Sortie du sachet. Sortie du sachet. Attention. Ah, échec. Toujours échec. Voilà. Oh, oh. Comme on peut le voir ici, voilà. 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 Allez. On va l'attacher. Oui, il faut ouvrir d'autres cartons, les filles. Non, elles en ont ouvert 3. On en est en train. Et voilà. Cartons, madame. Joli, hein? Voilà. Allez. Je vais prélever. Salut. Sur des prélèvements de Covid. Voilà. Ah, et voilà. Attends. J'ai voulu l'enlever. Voilà. Et merci. Allez. Dans les EHPAD, sont des morts par corona ou ce sont des morts par processus de disparition naturelle? Votre question est excellente. J'ai cru comprendre qu'ils comptabilisaient tous les morts des EHPAD. Bah oui, mais la France aussi a triché sur ces chiffres. Je veux dire, les EHPAD, oui, on n'a pas comptabilisé. Ça y est, on a les preuves de ça. On a les preuves que les chiffres ont été revus à la baisse. Une autre stratégie de la langue de bois, c'est les statistiques. Je sais pas si vous connaissez peut-être la blague. 98% des gens croient une information si elle contient une statistique. En fait, cette communication sur les médias dominants, sur TF1, France 2 ou autres, elle tourne en boucle sur 3 informations qui sont chaque jour de nous annoncer un nombre de décès qui est plus grand que la veille. Sans que ces décès ne soient jamais rapportés à rien. C'est-à-dire que moi me dire il y a 400 morts, ça peut être très effrayant ou ça peut l'être pas tellement si on le met au regard d'autres chiffres. C'est juste que ces chiffres ne sont pas éclairés. Je peux rien faire avec un chiffre pareil. J'ai regardé les chiffres en Bretagne, j'habite en Bretagne. On est à 88 morts. Bon, la dernière fois que j'avais regardé, c'était la semaine dernière, on était à 32 morts. Bon, ok, 32 morts, de 32 à 88, c'est moche. C'est vraiment pas terrible, 88 morts. Mais il y a 3,5 millions de personnes en Bretagne.
Et excusez-moi, mais enfin, je veux dire, 88 morts sur 3,5 millions de personnes, est-ce que c'est un chiffre inquiétant? J'en sais rien. Je peux pas analyser ce chiffre. Je comprends pas ce chiffre. Donc, si vous voulez, cette question des chiffres, elle est extrêmement perturbante. Parce que, à la fois, c'est une information qui est angoissante. C'est-à-dire qu'il y a une hystérisation du problème. On nous annonce des nombres de morts, mais en même temps, si on met ces chiffres en regard d'autres chiffres, ça devient presque bizarre. C'est 73 000 morts du tabac chaque année en France. Les morts dans les EHPAD, c'est 400 par jour normalement. Enfin, vous savez, on nous a parlé de la grippe saisonnière, tout ça. Alors, vous avez toujours des gens qui disent non, mais on peut pas comparer. On peut toujours comparer. L'intérêt de la comparaison, c'est précisément de mettre des choses qui sont pas les mêmes. Donc voilà. Donc, sur cette communication par les chiffres, je sais pas quoi vous dire. Je suis vraiment perplexe. Ce que j'ai décidé, c'est d'arrêter d'écouter les informations. Parce que c'est terrible, c'est complètement angoissant. On n'a plus de lits dans l'hôpital pour hospitaliser de nouveaux patients. Tous les jours, c'est une organisation nouvelle pour accepter encore plus de patients Covid. Nous, aux urgences, on reçoit principalement que des patients Covid. On a déjà plus de lits en réanimation, on a plus de lits dans les services de soins continus. Le maximum de lits vont devenir Covid et ce sera pratiquement tout l'hôpital qui va devenir Covid. Ça va être comme ça dans tous les hôpitaux. Déjà, à la base, on a toujours un flux tendu. On va le payer fort en mort, en décès de patients, en décès de soignants. Nous, en tant que soignants, effectivement, je pense qu'on est des grands vecteurs de la maladie. La plupart des soignants qui vont contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière, mais en dehors des missions hospitalières. Si un soignant est infecté, c'est d'abord parce qu'il l'a attrapé à l'hôpital. Véran dit que les soignants ils attrapent le Covid en dehors de l'hôpital pour ne pas les reconnaître en maladie professionnelle. Ça leur coûterait trop cher et ça ne met pas en cause sa politique gouvernementale. On ne se rendait pas compte qu'il fallait autant de stocks d'antibiotiques, de stocks d'hypnotiques, de stocks de morphiniques. On donne les procédures aux soignants, la manière dont ils doivent s'habiller ou mettre le masque en fonction de la pénurie des stocks qu'il y a dans l'hôpital ou à la PHP. Un masque, on doit le mettre et on doit le retirer à chaque fois qu'on rentre dans un box aux urgences ou quand on rentre dans une chambre avec un patient Covid+. Les masques ont une durée de vie en moyenne pour les FFP2 de 4 heures. Le masque chirurgical, dès qu'il est humide, il est à changer. Le masque n'est pas magique, il ne s'est pas transformé avec le Covid-19, il n'a pas passé sa capacité à 8 heures. Il aurait fallu, bien sûr, qu'on nous écoute quand on a tiré la sonnette d'alarme. On est obligé de rappeler des gens qui sont partis à la retraite, qui sont partis en dispo ou faire autre chose. On paye la mauvaise politique de santé qu'il y a eu ces 20 dernières années. Les manques de lits, de places, le manque de matériel, le manque de moyens et le manque de personnel. Pour l'hôpital, ça va être très très compliqué et très tendu. Sur les propos tenus par le préfet de police qui a dû s'en excuser, avez-vous un temps envisagé sa démission ? Le préfet de police a regretté ses propos, il a dit des faits qui étaient inexacts, il a reconnu cela, il a présenté ses excuses. Ce que j'attends du préfet de police, c'est qu'il soit totalement engagé dans les priorités que je lui donne. Et parmi ces priorités, c'est effectivement le respect du confinement. Vous avez ici à gauche, il incarne l'autorité, le diable, et à droite, comment il se part de blanc en ange. C'est curieux, vous ne trouvez pas? Quand j'entends Sibeth Ndiaye
faire une déclaration ce week-end disant qu'elle allait réunir les plateformes pour valoriser l'information fiable. Elle ne manque pas de culot, cette porte-parole du gouvernement, parce que cette information fiable, elle ne l'a pas elle-même répercutée en ayant cautionné précisément une série de mensonges, encore une fois, disant que les frontières qui étaient basées sur et tout le reste. Était basé et donc on ne peut pas se permettre d'être l'arbitre des élégances sur une information et en même temps avoir désinformé. En temps de guerre, retenez bien ça. Au début de la guerre, il y a peu de morts et peu d'informations. Et à la fin de la guerre, il y a tous les morts et toute l'information. En temps de guerre, et en temps de crise, si vous n'aimez pas le mot guerre, même si encore une fois je l'emprunte à Macron, en temps de crise, eh bien, vous avez peu d'informations et peu de morts au début, et toute l'information et tous les morts au début. Ça signifie qu'en temps de crise, et le mot grec pour crise, c'est décider. Krinein, le verbe décider, qui a donné le mot crise. Eh bien, en temps de crise, l'information, ça se paye en mort. Donc, la grande leçon à retenir de cette crise, d'abord et avant tout, c'est la faillite des premiers de la classe. Il faut là aussi, à chaque instant, nous souvenir de ce à quoi le mensonge peut conduire dans nos démocraties. D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Un seul département français qui ne sera pas équipé pour faire face à la menace épidémique si la situation devait se présenter. Croyez-moi, nous faisons attention à absolument tout. Rien ne relève du détail, tout est important. L'hôpital français est prêt, la médecine de ville est prête. Nous faisons en sorte de fournir tout le matériel nécessaire aux hôpitaux et aux professionnels de santé de ville. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection. Et je vous annonce ce matin que je procède à un nouveau déstockage de masques et je le ferai à chaque fois que ce sera nécessaire. Plusieurs millions de masques. On se sent démunis. Donc là, on est en train d'utiliser en fait exactement le stock qu'on a et notre stock va se finir d'ici 3 jours. On a besoin pour les libéraux, en France, d'au moins 1 million de masques par jour. Des masques seront livrés dans les pharmacies dès demain soir, dans les 25 départements les plus touchés. Mercredi, pour le reste du territoire national. Ces soignants qui lancent un cri d'alarme à propos des masques, ils ont été promis par le chef de l'État lundi pendant son allocution, mais ils se font toujours attendre. Dans certains services, le personnel de santé n'a pas les moyens de se protéger, mais où sont donc ces masques et quand vont-ils arriver? La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Ça vous fait pas mal à la tête de glandouiller 24 heures sur 24? Je m'arrête une seconde ici sur son geste. Vous savez ça, ce geste-là? Ce sont les personnes qui sont angoissées et qui paniquent. Elle angoisse et elle panique pour rien. C'est plus de savoir si je suis vaccinée. Le mot magique, vaccination, est lancé à une heure de grande écoute. On est, d'après vous, dans une possibilité de rémanence perpétuelle. Non, mais là non plus, moi je suis pas devin. Il y a plein de gens qui jouent au devin. Vous avez qu'à leur demander à eux. Si vous voulez, on n'arrive même pas à prévoir ce qui se passe d'une année sur l'autre avec la grippe. Il y a des gens que ça amuse de prédire. Il faut leur demander à eux. Non, je ne sais rien. Moi, j'ai jamais. C'est au médecin que je m'adresse. Au médecin, je vous dis, il est impossible de prévoir ce que va devenir une épidémie sur un virus nouveau. Mais enfin, il faut être complètement fou pour avoir une opinion comme ça. Enfin, qu'est-ce que je vous dis? Vous voyez une chose que vous ne connaissez pas et vous vous demandez ce qui va se passer dans les 6 mois ou dans l'année avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais enfin, il faut demander aux astrologues, aux cartomanciens, ça, des choses pareilles. C'est pas sérieux. Enfin, comment voulez-vous prédire quelque chose d'une maladie qu'on ne connaît pas? Enfin. Ce médicament, la chloroquine, serait bizarrement passé depuis le 13 janvier sur la liste des médicaments à délivrer uniquement sur ordonnance. Alors ce n'était pas le cas avant. Tout ceci serait un coup des lobbies pharmaceutiques qui cherchent à produire d'autres molécules concurrentes. Pire encore, on essaierait de nous empêcher de nous soigner. Ici, on limite notre liberté. On ne peut plus se procurer d'hydroxychloroquine librement. Pourquoi? Décortiquons ensemble ce phénomène. D'abord, il y a un coupable, les laboratoires pharmaceutiques. Ils produisent des molécules plus chères que l'hydroxychloroquine et eux aussi cherchent un remède contre le coronavirus. Leur but, gagner plus d'argent. Ensuite, il y a des complices. Et ici, les complices, ce sont les politiques qui nous dirigent. Au mieux, ils font comme si de rien n'était. Au pire, ils participent. Et enfin, dans cette histoire, il y a une victime. Et la victime, c'est le peuple. Il n'a pas son mot à dire, il subit. Et voilà, vous êtes désormais incollable sur le sujet. On ne le répétera jamais assez. Pire encore,
Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Donc. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a plus de lits d'hôpitaux en France que dans d'autres pays. Et les lits d'hôpitaux ne sont pas occupés suffisamment. Il faut continuer à regrouper les hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut réduire le nombre de lits d'hôpitaux. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France. Il y a trop de lits d'hôpital en France. Vous l'avez dit il n'y a pas longtemps, la santé contient des gisements de ressources. On peut baisser les prix des médicaments, supprimer des lits d'hôpitaux, fermer des hôpitaux. Ça, oui. On peut le dire quand on est dans l'opposition. Oui, mais on peut le faire aussi quand on est dans la majorité. Et nous avons commencé à le faire. On a réduit le nombre d'hôpitaux en France. Et c'est une bonne chose. Nous sommes dans un combat qui sera long et difficile. Et toutes les intelligences disponibles sont nécessaires et seront utilisées. Le tracking fait partie des solutions qui ont été retenues par un certain nombre de pays. Donc nous aurons fait le choix de travailler en lien avec eux pour regarder ces solutions. Une politique de confinement assortie d'une répression que je trouve, moi personnellement, quasiment obscène. Infliger des amendes qui vont jusqu'à 3 500 € à des gens qui gagnent, qui sont peut-être au RSA et qui en peuvent plus, qui sont en train de devenir dingues dans le confinement et qui vont essayer de prendre l'air, d'accord, une telle violence, une telle férocité, jusqu'à des peines de prison ferme, etc. Alors que dans le même temps, on oblige d'aller au travail, que les photos du métro parisien, gare du Nord à 6h du matin montrent des quais bondés, montrent des gens à touche-touche, d'accord ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il raconte ce gouvernement ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il oblige les gens à aller travailler à Paris, d'accord, 14 millions d'habitants, dans un métro bondé, mais il fait surveiller les plages du Finistère par des hélicoptères. Attendez, excusez-moi, mais il y a marqué Ducon sur mon front. Enfin, je veux dire, c'est quoi le truc ? Je veux dire, à quel moment, jusqu'à combien de temps on va se foutre de notre gueule avec ce truc-là ? Je veux dire, soit il y a un problème de confinement et on confine, soit on peut envoyer tout le monde bosser dans le métro et faut arrêter d'emmerder le monde parce qu'ils vont prendre l'air sur une plage. Donc ce qui me met la puce à l'oreille, c'est je le disais tout à l'heure, c'est la violence de cette répression, la férocité de cette répression sur des histoires de promenade. Ça ne va pas. Le coup de l'hélicoptère, je le trouve extrêmement symptomatique. Enfin, je veux dire, là encore, vous avez un test en grandeur nature qui est un test de l'obéissance de la police. Est-ce que la police les 160 000 personnes mobilisées, est-ce qu'ils vont accepter cette politique de répression ? C'est un test. Est-ce qu'on va trouver un gendarme avec suffisamment de neurones dans la tête pour conduire un hélicoptère au-dessus d'une plage pour traquer une petite vieille qui va respirer ? Oui, manifestement, on le trouve. Donc il y a un vrai test en grandeur nature de contrôle d'une population, avec une répression épouvantable, mais qui s'adresse sur du plaisir, de la détente, d'accord ? Mais pas le travail. Le travail, il faut aller bosser. Par contre, se détendre, ça, c'est pas bien. Là, vous avez une moralisation du problème. Enfin, c'est insensé. Monsieur le sénateur, je veux bien croire que votre langue a fourché, dit Madame la ministre. Vous voulez qu'on rentre dans ce débat-là ? Je suis absolument désolée, mais je vous demande de m'appeler Madame la ministre. C'est comme ça. Non, je ne veux pas que vous m'appeliez chère amie, je veux que vous m'appeliez Madame la ministre. Ah ! Eh bien alors, comment pouvez-vous prétendre alors répondre et parler au nom des Français ? Vous me parlez d'aspiration des Français. Mais une aspiration des Français, c'est l'égalité femmes-hommes, monsieur le sénateur. Les filles, meublez vos esprits plutôt que de meubler vos armoires. Ah oui. C'est ça la réalité. C'est non seulement l'égalité femmes-hommes, mais c'est aussi que nous répondions à certaines de leurs. Mais je fais comme vous. Parfois, je profite d'une tribune pour parler d'un tout autre sujet. Et en l'occurrence, là, il est ancré dans la réalité, monsieur le sénateur, je vous demande de m'appeler Madame la ministre. Oui, je suis. Est-ce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme ? Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc ? J'ai dit ce sont des tanches, des blaireaux, des nazes. Parce que quand il y a des morts, c'est le terme qu'il faut utiliser. Est-ce que, s'il y a 2 mois, l'exécutif dit il faut des masques, mais on n'en a pas. Est-ce que ce message n'est pas plus incendiaire dans la société française ? C'est un message de vérité. Mais je vous pose la question. Eh bien, je ne pense pas. Je pense il faut mieux dire la vérité plutôt que de s'enfermer dans des mensonges, et en plus dans des mensonges maintenant ridiculisés, parce que le gouvernement est en train de développer une position inverse à celle qu'il a tenue depuis 2 mois. Donc on ne comprend rien à rien. On teste, on isole, on traite, et le confinement ne sert à rien.
Là, aujourd'hui, l'exécutif a du sang sur les mains. On peut pas dire les choses autrement. L'exécutif a du sang sur les mains. Quand sa porte-parole déclare à tous les Français que porter un masque ne sert à rien et qu'en plus ils sont probablement trop incompétents pour pouvoir les porter, c'est quelque chose de grave et c'est quelque chose qui a fait des morts. Donc vous les traitez de criminels, si je devais résumer, si vous avez presque juste là. Alors, affirmer à des gens un mensonge médical est un crime, ça c'est tout à fait exact. Utiliser la parole de l'État pour affirmer un mensonge médical, ah oui, c'est un crime. On peut pas dire, je suis désolé. Il faut dire une accusation très grave que vous portez. Vous considérez que Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont du sang sur les mains? Je considère que je ne suis pas le seul à considérer. Quand vous dites vous, là, utilisez le vous collectif, puisque 600 médecins portent plainte pénale contre ce gouvernement. 600 médecins portent plainte pénale. Moi, je suis aussi journaliste et je le rapporte. C'est-à-dire que clairement, il faut rapporter que 600 médecins portent plainte en responsabilité pénale du gouvernement dans la pire crise sanitaire des dernières décennies. Bien entendu. Quand des gens meurent par votre négligence, c'est un crime. Oui, c'est un crime. Je n'ai jamais dit que le Rivotril c'était de l'euthanasie active, pas du tout. Et j'ai juste pointé le fait que quand une personne est malade, c'est-à-dire, excuse-moi, quand tu dis on peut se dégrader en 2-3 heures, je suis d'accord avec toi, on peut se dégrader en 2-3 heures. Mais la personne, on sait depuis quelques jours qu'elle est malade. Je ne comprends pas que dans les jours qui précèdent, on puisse pas demander à la famille, si jamais, parce qu'en soins palliatifs, ça se passe aussi comme ça, si jamais dans les jours qui viennent, votre grand-mère, votre mère se dégrade, seriez-vous d'accord? Là, ce n'est même pas fait et ce n'est même pas prévu dans le décret. Donc je suis désolée, ce n'est pas prévu dans le décret, c'est illégal. Barbara, mais le décret, je l'emmerde. De plus en plus d'hôpitaux ont recours à la chloroquine aujourd'hui. Oui, mais encore une fois, si vous voulez, c'est une des raisons pour lesquelles je refuse en général les interviews. Ce que je fais ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est mon opinion, et mon opinion, je pense qu'elle n'est pas intéressante. Donc, moi, je suis un homme de savoir, d'un savoir qui est temporaire, parce que les savoirs scientifiques sont temporaires. Donc si je peux vous donner une leçon, c'est mon métier, je suis professeur, donc je vous expliquerai ce que je sais, ou le point où j'en suis. Maintenant, ce que font les autres, ce qu'ils pensent, ce que les uns qui aiment les autres, je ne suis pas qualifié pour faire des conversations de cette nature-là. Donc si je l'ai fait en privé, je l'ai fait pas en public, vous voyez. Sur les surblouses, c'est vraiment le gros problème là du moment. C'est-à-dire qu'on a essayé d'organiser, comme je disais, sur le plan territorial la réponse, en discutant avec tous les acteurs, quels qu'ils soient. Et même le plan le mieux pensé, il résiste pas à une chose qui est on n'a pas de matériel. Donc vous avez tout pensé, c'est chouette en termes de coordination, mais on n'est pas en sécurité. Donc comment est-ce qu'on... Donc on a essayé effectivement de voir des solutions un peu de fortune, mais... Les plans les mieux pensés n'avaient pas envisagé que la Chine serait touchée, tous les pays en pique en même temps, et que ce qu'on pensait sans valeur il y a 6 mois ou 1 an, on pensait que c'était le truc le plus idiot à faire, d'un seul coup on serait en rareté. C'est ça Et c'est vrai que c'est bloquant quand on essaie de mobiliser les gens, ils ont peur et c'est légitime pour leur santé. C'est ce qu'on est en train d'organiser collectivement avec beaucoup d'intelligence sur le terrain, mais il faut aussi maintenant lui donner le cadre et démultiplier pour faciliter les choses, parce que ce que vous décrivez, c'est formidable. On n'est pas en sécurité. C'est formidable. La connerie est-elle contagieuse? Eh bien, on se rend compte que oui. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Con et les connes. Eh oui, ça c'est un crime. C'est un crime. C'est un crime. Je l'ai dit 3 fois. C'est un crime 4 fois. C'est un crime d'avoir organisé ces élections municipales, selon vous? Oui, c'est un crime. Je vais les plaire. Charlie, Roméo, India, Mike, Echo, crime. Avoir exposé les Français en plus âgés, puisque dans les municipales, on sait qu'il y a un biais. On sait qu'il y a un biais. L'âge moyen de la France n'est pas l'âge moyen des personnes qui votent au municipal. Donc, avoir mis en danger, exposé pendant la plus grande crise sanitaire des dernières décennies des gens, alors qu'on sait que ça ne servait à rien. Là, quand on parle de prise de risque, quel était l'intérêt de faire ça? Quel était l'intérêt supérieur du peuple français de l'envoyer aux urnes pendant qu'il était exposé à la pire crise sanitaire des dernières décennies? Quel était l'intérêt de faire ça? Aucun.
Absolument aucun. Une première question, en tant qu'entreprise, puis-je faire travailler mes salariés bénévolement pour aider à l'effort national de production? Oui. Eh ben non, c'est une erreur. Mais c'est probablement une des crises que l'on vit dans cette situation, c'est de ne pas avoir, que l'Europe n'a pas été lucide sur cette évolution qui est en train de se faire, dans laquelle on se perd dans des réflexions qui ne sont pas de nature scientifique. Donc on laisse filer la science pour de multiples raisons. Donc vous voyez bien, en Europe, ce qui est important, c'est qu'il y ait 3 pays européens qui coopèrent. On s'en fiche, enfin moi je m'en fiche scientifiquement que les pays européens coopèrent. Ça c'est de la politique, c'est pas de la science. La science, c'est de produire de la science qui sert à quelque chose. Êtes-vous pour le Frexit? Ah bah clairement, mais clairement et nettement. Mais là, il n'y a même plus de questions à se poser. Je veux dire, regardez. Je veux dire, il faut plus avoir les yeux en face des trous pour croire une seule seconde qu'on gagne dans l'Union européenne actuelle. J'ai rien contre un ASEAN européen avec un concert des nations qui ont chacun leur monnaie, qui ont chacun leur souveraineté, qui ont chacun leur réponse de crise, etc. Mais là, en ce moment, enfin, je répète, l'Union européenne a été en dessous de tout. Donc bon, non, c'est pas le moment de se marier à un cadavre, quoi. C'est... Me sinto muito contente. Me sinto completamente contente. Ouso dizer completamente contente. Me sinto completamente contente. Ouso dizer completamente. Me sinto completamente contente. Ouso dizer completamente contente. 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 Ouso dizer completamente contente. Me sinto completamente contente. Ouso dizer completamente contente. Me sinto completamente contente. Ouso dizer completamente contente. Me sinto completamente contente. Ouso dizer completamente. En effet, nous ne sommes pas communistes. Sauf que quand même, nous vivons là une sorte de dictature sanitaire, mais une dictature. Oui. Nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas nous réunir, nous ne pouvons rien faire. Mais si en plus vous y rajoutez le traçage, le tracking et ce flicage en fait, qui est un flicage qui dit volontaire, mais qui ne sera pas volontaire, parce que j'imagine pas que les gens se prêtent à ce jeu-là. Vous avez quand même, se dessine quand même, en tout cas dans les une société de surveillance. Une société despotique qui est en train de démolir ce qu'est la démocratie. Donc, où effectivement, on accepte de se laisser embobiner, de se faire peur, de se laisser terroriser tous les soirs par la litanie des morts que déverse M. Salomon, et on dit en effet, il ne faut plus bouger d'un pouce, sinon on va mourir si on sort dehors, ou sinon, où on essaye quand même d'avoir un peu plus d'esprit critique. On va cesser de se laisser instrumentaliser et infantiliser, et on va prendre nos responsabilités, et on va refuser effectivement cette mainmise de l'État qui n'a pas pu prendre ses responsabilités au départ. Je fais souvent mon jogging à cette heure-ci et là, on va dire qu'il y a 3 fois plus de monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça idiot, puisque maintenant les joggers, on se retrouve tous en même temps, alors qu'avant on se répartissait plus sur la journée. Là maintenant, on voit que ça se densifie beaucoup. Donc je suis pas sûr que cette mesure soit vraiment efficace, quoi.
comme ça. Mais bon, tant qu'on peut courir encore, c'est déjà ça. Parce que je suis déjà sorti à d'autres moments à 19h et il y avait quand même, j'ai l'impression qu'il y avait un peu moins de monde. Ouais. Je pense que j'ai jamais vu autant de monde à cette heure-ci. Donc je pense que c'est pas la bonne solution, et interdire aux gens de faire du sport alors qu'on est coincé dans des appartements tout petits, on peut pas, c'est pas possible, sinon on tiendra pas le coup encore des semaines. De toute façon, comme il n'y a que 2 créneaux, c'est logique que tout le monde se concentre au même moment, quoi. Donc moi je pense que ça m'a pas l'air très... c'est encore un truc, un peu une demi-mesure, quoi. Donc, parce qu'on est là un peu comme ça, c'est éviter. Donc, oui, je pense que c'est un peu plus dangereux, ouais. D'abord, le temps, et je l'ai dit, est à l'unité nationale. À l'unité nationale, et j'y tiens beaucoup parce que rien ne serait pire que la désunion nationale. Les responsables politiques doivent assumer ce qu'est le mot responsable, leur responsabilité, et nous devons être aux côtés de l'exécutif. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas poser de questions. Voilà pourquoi le Parlement continue et renforce même ses contrôles, ses questionnements. J'ai dit ce sont des tanches, des blaireaux, des nazes. Parce que quand il y a des morts, c'est le terme qu'il faut utiliser. Guillaume, une dernière question. Oui, est-ce que ce qu'on fait justement et que vous connaissez des effets indésirables sont vraiment ce dont on parle, s'il y a des risques d'arythmie cardiaque? Écoutez, vous verrez là aussi, si vous voulez, il y a toujours des gens qui ont une opinion sur tout. C'est pas inintéressant, mais c'est une question. Après, simplement. Non, mais laissez-moi terminer. De dramatiser l'usage de quelque chose qui a été utilisé chez des centaines de millions d'habitants, c'est déraisonnable. Mais vous voyez bien que l'ensemble du système, y compris le système médiatique, puisque l'on fait encore son procès ici même, alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. Mais on n'a pas d'idée de ce que... On est en train de dire qu'il est dans le système, qu'il n'a pas à se plaindre. Enfin, d'abord, il ne fait pas son procès parce que je vous ai dit. Et ensuite, je trouve qu'il y aura des comptes à demander à tous ceux qui auront freiné cette mise sur le marché d'un médicament qui ne coûte rien et qui peut sauver des vies. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas eu de chloroquine pour l'instant. Il faudra quand même en répondre de tout ceci. Qui est-ce qui meurt parce qu'il n'a pas eu de chloroquine ? Ceux qui n'ont pas pu être soignés à temps par la chloroquine. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Je ne m'exprime pas bien en français. La cocotte minute commence à bouillir. Moi, je vous assure, je suis irrité comme jamais de l'incompétence de ceux qui sont là et qui prétendent avoir la solution qu'ils n'ont pas. Enfin, ça devient insupportable, c'est à hurler. Hein. Parce qu'entre mettre son logiciel intellectuel à jour et laisser 5000 personnes par jour dans le monde crever la bouche ouverte, il n'y avait même pas à se poser la question. Mais vous savez bien, Idrissa Berkane, que beaucoup vont vous traiter de complotiste ou d'arrière-pensée en parlant de ce gouvernement. Qu'ils apportent des preuves. Les accusations graves doivent venir avec des preuves. Moi, j'ai accusé les gens gravement, j'ai apporté des preuves. Il est tout à fait exact qu'il y a eu des conflits d'intérêts, et même Libération l'a cité. Il est tout à fait exact qu'il y a eu des mensonges d'État, puisque ça y est, on en a les preuves aujourd'hui. Apporter des preuves, toute accusation doit être prouvée. Quand on a un gars comme Macron, et qu'on lui confie un truc comme la Ve République, qui est vraiment, vraiment une saloperie. Je veux dire, la Ve République est un régime présidentiel qui a été mis en place dans des circonstances très particulière pour un général dans une situation de guerre en Algérie. Okay, c'est une situation qui annule complètement le Parlement. Le Parlement ne sert strictement à rien. Hein. Vous n'avez qu'à regarder les 308 marionnettes qui ont été engagées pour servir de paillasson à Macron en un été 2017. Le Parlement ne sert à rien. Donc c'est un régime présidentiel qui permet de donner les pleins pouvoirs. Moi, je dis que Macron est à quelques encablures de faire agir l'article 16. Je veux dire, quand on voit comment il a traité les Gilets jaunes, qui était un mouvement extraordinaire, un mouvement populaire magnifique. Enfin, je veux dire, moi, je suis très fier d'habiter un pays qui a connu les Gilets jaunes. Quand on voit la répression du mouvement social qu'il a engagé contre toute forme de manifestation, gazer tout le monde d'entrée, etc., on se dit que ce régime peut basculer. Et puis c'est pas le seul, hein, c'est en train de bouger comme ça partout dans le monde, vous savez.
cette remarque de dire que tout le monde est responsable. Mais en même temps, malgré tout, le gouvernement est responsable, Macron est responsable pour avoir menti. Macron pour avoir dit que les souvenez-vous que Macron, les frontières ne servent à rien. Enfin, c'est bien lui qui a dit ceci, les frontières nationales ne servent à rien. Et pour ne pas avoir résolu une grève aux urgences qui a duré un an aussi, c'est vrai que c'est quand même sa porte-parole du gouvernement qui systématiquement a dit que les masques, enfin je ne vais pas répéter cette litanie, que les masques ne servaient à rien, que les tests ne servaient à rien. C'était bien des mensonges d'État. Il y a quand même eu aussi là des responsables. Et ces responsables-là, ils auront quand même à rendre des comptes, j'imagine. Des chantiers déserts, des magasins fermés. Le Covid-19 frappe l'économie française de plein fouet. Et là, de plein fouet. C'est le drame. Les mesures de confinement ont entraîné une baisse de 6% du produit intérieur brut entre janvier et mars 2020. Une chute historique. Le pire résultat pour l'économie française depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est le drame. La France est le premier pays du G7 à officialiser son entrée en récession. C'est le drame. Mais l'Italie et le Japon devraient suivre. L'économie allemande, quant à elle, devrait se contracter de près de 10% ce trimestre. Historique. Jean-Luc Mélenchon, cette attaque d'un réfugié soudanais a fait 2 morts et 4 blessés. La maire de la commune, de Romans-sur-Isère, disait ce matin, je ne savais pas que cet homme était dans ma commune, ce sont des associations qui l'ont installé là et ce n'est pas normal que je ne sois pas au courant. Elle a raison. Je ne connais pas du tout le dossier, je peux dire que c'est un crime qui est horrible, bien sûr, voilà. Quoi dire d'autre? Je ne sais pas. C'est une fatalité d'une certaine manière, de votre point de vue. C'est une fatalité. Écoutez, on peut souhaiter toujours que les choses se passent pour le mieux. On aurait dû, par exemple, interdire cette réunion des évangélistes à Mulhouse qui a provoqué le désastre sanitaire que vous savez. Bon, il faut faire pour le mieux. Voilà. Ils n'ont pas voulu donner la mort, les évangélistes. Non, bien sûr, je fais une différence, je ne les accuse pas. J'accuse pas non plus le maire ni personne. Je dis il faut faire pour le mieux. Le maire doit savoir de quoi il parle mieux que moi. Qui suis-je pour aller lui dire ce qu'il doit faire? Pour ne pas doublonner les distributions. Alors, on l'a vu, plusieurs villes ont mis en place le port du voile obligatoire, c'est notamment le cas de la ville de Nice. Ce matin, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, dit que le port du voile, le port du masque, ne sera obligatoire. Du masque ne sera obligatoire uniquement s'il y a un consensus scientifique. Voilà, je voulais faire une liste de ce que je n'oublierai pas pour la coller sur le frigo. Alors, je vais vous la laisser lire. Là, il y a les masques, les tests, les lits, les respirateurs, les mensonges, si bêtes, l'infantilisation, Buzyn, les EHPAD, le préfet de la honte. Jamais j'aurai assez de place. Donc du coup, j'en ai fait un autre. Mais j'ai de la mémoire. Voilà, je colle ça sur mon frigo pour après. On n'oubliera pas. Et nous, vous devriez regarder, en France, on a une fuite des cerveaux. Donc, il y a une attraction pour la recherche en Chine qui est considérable. Les chercheurs en Chine sont devenus des héros. Chez nous, les héros, c'est plus les footballeurs, les chanteurs et vous, les commentateurs de télévision ou de radio. En Chine, quelqu'un qui fait un papier dans nature, il a la même prime que quelqu'un qui a une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ça devrait nous amener à réfléchir. Donc, moi, je réfléchis. Je suis tombé sur le bouquin de Johan Chapoutot, qui s'appelle Libre d'obéir. Il vient de sortir ce bouquin. Alors accrochez-vous parce que le sous-titre va piquer un peu. Le management du nazisme à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il raconte le Chapoutot? Chapoutot, c'est un type très sérieux. Vous pouvez, si vous pouvez voir ses conférences. C'est un spécialiste du nazisme. D'accord. Le nazisme, c'est quoi? C'est le capitalisme dans sa version absolue. C'est-à-dire que vous laissez le capitalisme en roue libre, sans aucune opposition, vous arrivez au fascisme et au nazisme, c'est-à-dire un système où on fait travailler les gens et ensuite on les fait crever au travail, etc. Je rappelle qu'Auschwitz c'est un camp de travail d'abord. Les nazis avaient une horreur de l'État protecteur, de l'État qui donne des allocations à des chômeurs, et que ce que vont faire les nazis, c'est qu'ils vont démolir un par un les services publics et les remplacer par des agences. Là, vous vous dites, tiens, c'est marrant, il y a des agences régionales de santé
On a démoli la formation professionnelle en France, on l'a remplacée par une agence qui s'appelle France Compétences, Pôle Emploi, etc., etc. C'est-à-dire que vous voyez des tendances se mettre à l'œuvre qui sont celles dont je parlais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a des émissions sur France Inter, alors moi j'aime beaucoup ça. Y a-t-il une dérive autoritaire du gouvernement Macron? Il y a plus qu'une dérive autoritaire.